Alors, on va parler maintenant de notre dernier petit bébé, plus jeune gérant, Serge Fatko et Divine Jules. Donc, je suis très contente que Véro a mis le photographe de cette très belle paire de boucles d'oreilles de Jarre, parce que ça, c'est une paire de boucles d'oreilles que nous avons pu acheter en enchère en novembre l'année dernière. Eric et Serge ont eu le brillant idée de l'acheter. On l'a acheté à 280 000 euros. Et on vient de les vendre pour 320 000. C'est la première vente de Divine Jules. Donc, well done. Donc, c'était une superbe première opération déjà sur une pièce de la collection. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Serge et Eric, donc Eric s'excuse qu'il n'est pas là aujourd'hui. Il y a un empêchement, mais il a dit que Serge sait tout et qu'il peut parler pour lui aussi. Mais qui est Serge? Alors, Serge, c'est quand même donc quelqu'un qui est quand même très connu quand même dans le milieu de pierres précieuses et des joailleries. Serge était quand même le bras droit de Harry Winston. C'était le numéro 2 de Harry Winston dans le monde entier. Et quand Harry Winston est mort, Serge a décidé de se lancer toute seule. Et il a monté sa société donc à Genève où il a continué à travailler sur des pierres et des bijoux de très très haute qualité et de très grande taille, donc au-dessous de ce que nous utilisons. Donc c'est à cause de ça, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre son activité et notre activité du fonds. Il a également monté en 2002 une société de gestion de hedge fund, de gestion alternative avec son fils, dont il est le président aujourd'hui. Donc, non seulement expert en pierre, mais il a aussi un flair pour les finances aussi. Mais Serge a voulu aussi gérer le fonds avec quelqu'un d'autre. Et on a eu de la chance de pouvoir rencontrer également Eric Valdieu. Eric Valdieu a 30 ans dans le milieu de joaillerie, de pierres et de bijoux, 25 ans chez Christie's à Genève, et il y a 1 an et demi, il a décidé de se mettre à son propre compte. Et grâce à ça, on a pu séduire pour venir et devenir aussi co-gérant donc, de Divine Jules, qui a maintenant donc, un peu plus d'1 an d'existence. Alors Serge, 2012, c'est quand même un marché qui était quand même pour moi très très surprenant. Bon, c'est vrai que j'ai suivi un peu donc les enchères. J'ai été absolument abasourdi quand j'ai vu les Franco qui ont touché certains objets, l'enthousiasme pour des très très belles pierres. Pourtant, ce que j'ai remarqué aussi, il y a quand même des diamants, ils étaient quand même assez stables dans l'ensemble. C'est quoi ton analyse alors de 2012? Good morning. I've been asked to speak in English, but I don't speak English, therefore I will speak French if you don't mind. La réponse à la question de notre amie Myriam est que le marché des pierres précieuses l'année dernière a été marqué par le fait que les diamants, le prix des diamants en général, les diamants de qualité, sans parler des diamants de couleur dont nous pourrons parler dans quelques instants, a été relativement stable. Il n'a pas baissé, n'a pas monté, a été relativement stable. Il y a un marché soutenu, il y a eu beaucoup de demandes, mais un marché soutenu. Il y a une demande qui a rencontré l'offre, et ce sont plutôt les diamants de couleur, c'est-à-dire les diamants bleus, les diamants roses ou les diamants jaunes particulièrement spéciaux, dont les prix ont beaucoup augmenté, et également certaines pierres de couleur, ce qu'on appelle les pierres de couleur sont les rubis, les saphirs ou les émeraudes, qui, en fonction de leur provenance, lorsqu'ils ont de provenance remarquables telles que les saphirs de Cachemire ou de Birmanie, ou les rubis birmans dits sang de pigeon, je ne sais pas si vous avez déjà vu du sang de pigeon, moi j'en ai jamais vu, mais j'ai vu des rubis dits sang de pigeon, et ces pierres-là se sont appréciées. En revanche, le prix des diamants était plutôt stable. Voilà. Alors, c'est vrai que dans un contexte comme ça, c'est vrai que c'est un challenge quand même pour Divine Jules de démarrer. Parce que, on a dit, on voulait être diversifié, il fallait chercher des opportunités. Donc, alors, comment est-ce que vous avez fait alors? Bien sûr que nous avons 3 sources principales d'approvisionnement. Nous avons la source qui consiste à être les ventes aux enchères, dans lesquelles nous sommes très 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 sélectifs. Chacune des grandes maisons de vente aux enchères, Christie's et Sotheby's, pour ne parler que de ces deux-là, qui dominent le marché, font des ventes annuelles à New York, à Londres, à Hong Kong et à Genève. C'est-à-dire qu'il y a 8 grandes ventes dans l'année. Nous suivons de très 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 près chacune de ces ventes. Nous passons des heures et des heures et des heures à éplucher tous les catalogues pour sélectionner un certain nombre de pièces, chacun de notre côté. Nous disons voilà les pièces qui pourraient nous intéresser.
Après, nous regardons à deux quelles sont les pièces que nous avons sélectionnées en commun, et lorsque nous tombons d'accord sur ce que nous voulons regarder, nous décidons et nous regardons les objets, et nous décidons, chacun de nous dit, voilà le prix auquel je suis d'accord d'aller, et nous n'allons jamais au-delà du prix le plus bas estimé par n'importe lequel de nous deux. Nous avons une stratégie rigoureuse où il n'y a pas de rivalité entre nous, en dépit du fait qu'il est depuis 30 ans dans le métier et moi depuis 90. J'exagère, mais très peu. Et nous avons une décision collégiale d'activité et de décision d'achat. Voilà. La deuxième source que nous avons pour les achats nous avons un réseau de professionnels du monde entier qui sont des amis, des relations, des gens auxquels moi j'ai été pendant. Myriam a dit que j'étais le numéro 2 chez Harley Winston, elle avait tout à fait raison, parce que le numéro 1 était Monsieur Harley Winston. Donc j'étais le numéro 2 de facto. J'étais le bras droit de Monsieur Winston pendant 20 ans dans le monde entier, ce qui m'a permis d'avoir, comme Monsieur Roger dans ses activités, un réseau d'amis, de connaissances, de relations auxquels nous faisons appel quand nous cherchons telle et telle pierre. Je viendrai peut-être tout à l'heure vous parler d'un rubis que nous avons acquis il y a quelques semaines. Depuis que nous avons créé le fonds, nous essayons d'acheter un rubis de qualité. Et nous avons réussi à acquérir un rubis de qualité, en fonction des critères que nous avions, qu'après 13 mois d'activité. Et nous avons acheté un rubis de 5 carats, de très très belle couleur, que nous pensons avoir acquis dans d'excellentes conditions, dans la mesure où il avait été acquis dans une vente aux enchères un an avant, et le poids était indéterminé, mais il était estimé en dessous du poids réel qu'il était lorsqu'il a été desserti. En plus de ça, lorsqu'il a été acquis, il avait certaines petites imperfections. La personne qui l'avait acquis à l'époque l'a retouché, l'a retaillé, a pris le risque de l'améliorer. Nous avons pu l'acquérir et il est accompagné de certificats qui en attestent et sa qualité et son origine. Et nous l'avons payé 10% de plus que le prix qu'avait payé l'acheteur un an avant, en ayant pris le risque du poids, le risque de la qualité, le risque de l'origine. Donc nous pensons avoir fait un investissement de qualité. Notre ami Christian Roger, tout à l'heure, vous parlez d'investissement à court, moyen et long terme. Je dirais que dans notre environnement de pierres précieuses, un investissement à court terme n'a strictement aucun intérêt. Si l'un d'entre vous disait je veux entrer dans le fond des Divine Jewels aujourd'hui, et puis dans 3 mois, je vais gagner 4%, je vais en sortir. Il a peut-être raison d'espérer gagner 4%, mais c'est absurde. Nous sommes dans un métier où, sauf soubresauts tels que un troisième choc pétrolier, une guerre qui serait beaucoup plus importante au Moyen-Orient ou ailleurs dans le monde, ou des événements particuliers qui pourraient faire que le prix des pierres précieuses augmente de manière irrationnelle, comme ça s'est déjà vu en 1980. Vous avez vu lors du deuxième choc pétrolier, entre juillet 79 et janvier 80, le prix de l'or est passé de $300 à $850, l'argent métal est passé de 8 cents à 50 cents, et par un phénomène absurde d'entraînement, le prix des pierres précieuses, et en particulier les diamants, a également été entraîné par cette hausse qui était totalement irrationnelle. Nous avons un métier où, depuis que le monde est monde, traditionnellement, le prix des pierres précieuses a augmenté d'une manière, je dirais, assez linéaire, grosso modo, de quelques pourcents chaque année de plus que l'inflation. Alors nous vivons maintenant une période où dire que l'inflation en termes de dollars, d'euros, est relativement nulle, disons, on parlait d'1 ou 2%, ce qui fait que les quelques pourcents, autrefois, lorsque l'inflation était 6%, ben, les diamants, par exemple, ont augmenté de 12% dans l'année, mais d'une manière assez régulière. Donc les conditions ont un peu changé. Je dirais que ma vision du fonds que nous gérons est une gestion à moyen, voire moyen long terme, si vous voulez. Bon, là, comme disait Myriam, je parle trop. Oui. My lips are sealed. Donc, on va passer sur le prochain slide parce que parfait, d'accord. Parce qu'il va raconter des histoires et après il va, donc par la suite, lorsque nous irons pour notre collation, pour l'amour du ciel, n'hésitez pas à venir me poser toutes les questions que vous voudrez. Et ce soir à 10h, lorsque j'aurai manqué mon premier, mon deuxième et mon quatrième train, tout ira bien. C'est juste. Alors ça c'est juste pour montrer un petit peu donc la composition de la portefeuille au départ. Donc c'est vrai que là on est quand même au-delà de 50% en diamant. C'est comme ça je viens de dire, c'est qu'en fin de compte, c'est que même si on a envie d'avoir donc une bonne diversification, il faut tomber sur les bons prix.
Il faut trouver des belles pièces. Et c'est vrai que quand j'étais aux enchères avec vous, j'avais remarqué quand même que les perles naturelles, mon Dieu, les prix. Voilà. Alors, en ce qui concerne les perles naturelles, je ne veux pas vous faire un cours ex cathedra, mais on fait la différence entre les perles naturelles, qui étaient les perles telles que la nature les a créées spontanément, sans intervention humaine, et les perles qui existent depuis 1925, disons, dites les perles de culture, c'est les perles que nous portons tous, enfin que nos femmes portent, voilà, et qui sont deux choses tout à fait distinctes. Les perles naturelles ont pendant de nombreuses années montré des prix relativement importants, puis ça a stagné pendant de très 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 nombreuses années, et il se trouve que les perles naturelles, les perles fines naturelles sont très recherchées en Inde et en Chine. Bon, comme vous le savez, l'Inde et la Chine sont deux pays qui ont explosé ces dernières années, et on assiste à une demande de perles naturelles en provenance de l'Inde et de la Chine qui est absolument effarante. Alors depuis que nous avons créé le fonds, Eric et moi, on dit bon bah tiens, on va acheter quelques perles naturelles. Et chaque fois, on regarde et on va acheter ça, puis on a l'air d'imbécile parce que on est là, on pousse un objet jusqu'à 100 000 $, il fait 300 000. Bon, alors c'est pas une question c'est parce que nous ne connaissons pas le marché. Nous pouvons apprécier la qualité, de même que M. Roger boire un vin, on apprécie la qualité, mais quand les prix deviennent absolument aberrants, que les choses sont irrationnelles, nous sommes perdus. Nous avons eu l'occasion d'acheter un collier pour 100 et quelques mille $ l'autre jour, et nous avons eu l'occasion de l'acheter, nous l'avons acquis dans d'excellentes conditions parce que les deux objets précédents pendant la vente étaient deux objets de plusieurs millions de $. Il y avait un brouhaha, ça fait du bruit, c'est des objets importants, ce qui fait que les gens parlent entre eux. Tu as vu ce que ça a fait, personne ne s'intéresse à ce collier. Et le temps de vous raconter, bon, le marteau est tombé, nous l'avons acquis. Bon, c'est la vie de tous les jours. Juste souhaiter qu'il y en ait 10 en même temps dans ce lot, et que ce soit un lot de 3 millions de $ plutôt qu'un lot de 150 000 $. Mais on salue avec le chapeau qu'on a. Il n'y avait qu'un collier, nous l'avons acquis. Voilà. Alors, juste une aperçu de le portefeuille. Yes. Donc ça, c'est juste pour donner une idée. Donc, quand même, un très très bel émeraude Harry Winston. On a un superbe saphir. On avait parlé aussi d'une superbe bague avec un saphir en forme cabochon. J'ai vu donc la semaine dernière, j'ai eu la chance de le voir. Il est absolument magnifique. Alors, cabochon, c'est le demi-monde comme ça. C'est un morceau comme ça, messieurs, mais d'une beauté extraordinaire. Ça, c'est vrai pour moi, je pense que c'est le plus beau. Nous avons acquis cette pierre, donc il n'est pas là. Non. Ce que vous voyez là, c'est autre chose. Là, vous avez une broche absolument unique, qui est une broche de Van Cleef & Arpels, qui est ce qu'on appelle le serti invisible. C'est un mode de serti qui a été inventé dans les années 1930, qui au départ était inventé par quelqu'un qui en a vendu le procédé à Cartier, puis ensuite étonnamment, c'est Van Cleef & Arpels qui était connu dans le monde entier pour le serti invisible. Comme vous pouvez peut-être le voir là-dessus, on ne voit aucune griffe, parce qu'en réalité, les pierres sont tenues par des rails invisibles qui sont sous les pierres. Et là en dessous, derrière, vous avez des rails dans lesquels le dessous des pierres est tenu dans ces rails. Et c'est bon. Alors, dans les sertis invisibles, très souvent, pour ne pas dire 100%, non, 98% des cas, ce sont des sertis invisibles, des bijoux de Van Cleef & Arpels qui sont généralement des fleurs. Et là, très exceptionnellement, vous avez ceux-ci qui sont des cloches. Et la chose également un peu étonnante, c'est que vous avez une cloche en diamant et une cloche en saphir. C'est un peu ce souvenir de ce qu'on appelle dans le métier les toi et moi. Vous avez des bagues. Vous avez deux pierres de forme semblable. Vous pouvez avoir un saphir et un rubis, une émeraude, un diamant blanc, un diamant jaune. Bon, et là, vous avez ce toi et moi de diamant blanc et de saphir. Alors, avec tout ce travail cette année, très belle performance. Alors voilà, en ce qui concerne les performances, la première année, nous avons eu une performance de 8,22% qui était en ligne avec ce que nous avions indiqué comme espérance. L'avenir est quelque chose de tellement dangereux qu'il est très difficile d'essayer de le prévoir. Et lorsque nous avons lancé le fonds, nous avons envisagé que la croissance annuelle serait de l'ordre de 8-10%. Nous avons une croissance de 8%. Il faudrait que je vous précise, puisque vous êtes tous des financiers, que le fonds, les investissements qui sont faits dans notre fonds sont des investissements qui sont faits en euros. Nous n'arbitrons pas le fonds et les achats sont exprimés en dollars, l'estimation est faite en dollars. Ce qui fait que nous sommes légèrement tributaires, enfin,
tributaire de l'évolution du prix de l'euro par rapport au dollar, et que là, la performance qui est, quand on la voit d'une manière brutale comme ça, moins 0,06 et moins 0,46 pour les 2 premiers mois de l'année, performance qui ne pourrait pas vous inciter à investir dans le fonds, mais il faut tenir compte du fait que lorsque ces estimations ont été faites, l'euro était anormalement, à mon sens, je ne vous conseille pas de spiler contre l'euro, mais l'euro était anormalement passé à 1,35 par rapport au dollar. Ce matin, on était à 28,5, ce qui nous ramène dans la zone. Là, la performance, non pas sur l'augmentation de la valeur exprimée en dollars des pierres de notre fonds, mais par le simple effet mécanique que, à la dernière estimation, l'euro est à 1,33,5, que là, il est à 1,28,5, par un effet mécanique, l'estimation du fonds pour le mois de mars sera de 2, 3, 4% supérieure, uniquement par un effet de change. Ok. Alors, l'avenir 2013, qu'est-ce que les marchés des pierres précieuses et bijoux vont donner? Alors, Monterland disait que l'avenir n'est à personne, l'avenir est à Dieu. Mais alors on va essayer de se substituer et d'essayer de faire un pronostic. La demande existe. La demande existe d'une manière ferme, d'une manière sérieuse, d'une manière importante, d'une manière réelle. La demande s'est déplacée au fil des millénaires. La demande n'a jamais été, dans n'importe que ce soit les objets d'art, soit les pierres précieuses d'or, n'a jamais été localisée dans un endroit sans bouger. Il y a toujours eu des mouvements qui se sont faits. Alors, au fil des millénaires, la demande s'est déplacée vers les États-Unis qui ont représenté 50% du marché mondial des pierres précieuses, et depuis quelques années, pour les raisons que vous connaissez, les anciens pays de l'Union soviétique, je parle des événements après le Moyen-Orient. Bon. Les anciens pays de l'Union soviétique, les nouvelles richesses qui ont été créées dans ces pays-là, en Inde et en Chine, a fait qu'il y a une demande qui est de plus en plus importante, de plus en plus profonde, de plus en plus réelle, de plus en plus sérieuse. Et autrefois aux États-Unis, enfin ça existe toujours. Pour se marier, il y avait 2 conditions indispensables, par le fait qu'il fallait que 2 personnes soient d'accord. Il fallait avoir une licence de mariage et acheter un petit diamant, que ce soit un petit diamant, un diamant plus grand. On ne pouvait pas se marier sans offrir un diamant. Et vous avez des gens qui achetaient un diamant pour $300, qui payaient à $10 par mois, pendant 30 mois. Donc c'était, et on y arrive, la Chine est en train d'avoir exactement les mêmes idées, qu'on ne se marie pas sans avoir un diamant. Comme il y a 1,3 milliard de Chinois, si chacun d'entre eux m'achetait un dixième de carat, j'aurais 130 millions de carats à vendre comme marché. Ceci pour vous dire que la demande est là, la demande est sérieuse, il y a de plus en plus de milliardaires en dollars dans ce genre de pays, et le gros avantage, c'est que les milliardaires en dollars d'Europe, les vieux noms, on va dire Rothschild pour dire n'importe quoi, bon, les noms connus, sont des gens qui possèdent des pierres précieuses depuis des dynasties. Donc ils n'ont pas cette soif de posséder, d'acquérir des choses qu'ils n'ont pas. Parce que maman avait des pierres précieuses, grand-maman avait des pierres précieuses, arrière-grand-maman avait des pierres précieuses, et on les a léguées des uns aux autres. En Chine, dans les anciens pays de l'Union soviétique et aux Indes, c'est pas la même chose, de nouvelles fortunes. Si je vous dis, monsieur Ambani, j'imagine que 99% d'entre vous n'ont jamais entendu ce nom. Ce sont 2 frères indiens qui possèdent 100 milliards de dollars à eux deux. Il y en a un qui vaut 60 milliards de dollars et l'autre 40 milliards de dollars. Et ce sont des noms absolument inconnus de nous tous. Vous avez des gens en Malaisie ou en Indonésie qui valent des milliards de dollars et dont le nom est l'équivalent de M. Dupont et qui ont des forêts des VA et autres. Vous avez des fortunes qui rendent les fortunes de nos jours, telles que nous les connaissons nous en Europe, des misérables. Quand on vous dit M. Agnelli ou je ne sais pas trop qui, c'est rien au point de vue fortune. Non mais je dis ça d'une manière très sérieuse. Quand vous pensez à la fortune de M. Agnelli, on parle de quelques milliards de dollars. Bon, vous parlez des gens en Chine, le nombre de gens qui possèdent 5, 10, 15, 20 milliards de dollars, vous n'avez pas idée. La liste de Fortune Magazine, c'est une liste absolument, je ne veux pas dire grotesque, ce ne serait pas gentil de ma part, mais c'est une liste qui ne correspond pas à la réalité, parce qu'il y a beaucoup de gens dont les noms ne disent absolument rien à Fortune Magazine et qui ont 8, 10, 15 milliards de dollars, moins 20 ou 30% maintenant, parce qu'une partie de leur fortune était à Chypre. Voilà. Bon, alors, sur cette belle leçon sur les fortunes du monde. Pardon, oui. J'essaie de calmer toujours, c'est pas grave, sinon on est parti pour 3 heures encore. J'essaie de parler des choses que je connais, pas de pierres précieuses que je ne connais pas. Bon,
Bon, alors, avec cette perspective, Serge, qu'est-ce que tu vas faire avec Divine Jewels, Steve? Bon, alors, Divine Jewels, notre idée pour l'année de 2013 est, d'une part, nous avons décidé de baisser un peu la moyenne par objet. Je dirais grosso modo que nous avons 18 millions de dollars et que nous avons 32 objets. On va dire qu'on a une moyenne de 550 000 dollars par objet. Nous pensons baisser cette moyenne à 350 000, 400 000 pour avoir un certain nombre d'objets un peu moins importants, d'une part, et d'autre part, notre idée est, nous avons acquis un certain nombre de diamants dans le jargon de notre métier qu'on appelle des internally flawless. C'est la qualification de l'Institut de géologie des États-Unis. Il y a beaucoup d'instituts qui donnent des certificats qui déterminent la qualité d'une pierre. Le seul qui fasse autorité dans le monde entier et dans la parole fasse foi est le Gemological Institute of America, qui vous dit, c'est comme une analyse de sang, voilà, vous dit, voilà, votre sang il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et vous dites le diamant que vous avez confié à l'examen, comme ça, comme ça, comme ça. L'intégralité des diamants que nous possédons, que nous avons achetés, que nous achetons et que nous achèterons, seront tous munis d'un certificat du GIA. Je ne dis pas que le certificat du HRD d'Anvers, le Hograd, ou le certificat du Gublin en Suisse, par exemple, ou de certains autres instituts aux États-Unis, ne soit pas aussi bon en jugement que que le certificat du Gemological Institute of America. Mais le certificat du Gemological Institute, c'est celui qui fait foi. Vous téléphonez à quelqu'un, dit j'ai un certificat du GIA, il est comme ça, comme ça et comme ça. Les gens jugent. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, parce que Myriam is pushing me about time, la troisième source d'approvisionnement que nous avons est la source qui, pour moi, est une source qui vous donne la valeur véritable des objets. Vous avez à travers Internet, un réseau qui est ouvert uniquement aux professionnels et auquel les professionnels ont accès lorsqu'ils sont abonnés. Il faut pas faire partie de ce Cénacle. Bon. Et là, vous avez à n'importe quel moment 1 million de diamants, y compris des diamants pour lesquels il faut 300 diamants pour faire un carat. Bon, il y a 1 million de diamants généralement qui représentent une valeur de 6 milliards de dollars et qui sont offerts par des professionnels qui peuvent être n'importe où au monde, on ne peut pas faire la litanie de tous les pays desquels ils peuvent venir, et qui sont des négociants, des tailleurs de diamants. Et là, les diamants sont listés en fonction du certificat qu'ils ont. Alors on vous dit, ils ont un certificat du GIA, ils ont un certificat de ceci, un certificat de cela, et vous allez là et vous dites, voilà, je cherche un diamant de 3 carats, qui soit de forme ronde, qui ait un certificat du GIA, qui soit de couleur parfaite, qui soit d'impureté, je veux pas qu'il soit 100% parfait, je veux que ceci, je veux que cela. Vous listez l'intégralité des critères de la pierre que vous recherchez. Et, selon le cas, vous trouvez 1, 2, 3, 5, 10, 20 pierres, telles que vous l'avez recherchées. À l'évidence, un monsieur qui se trouve à New York offre un diamant analogue à un monsieur qui se trouve aux Indes à des prix qui peuvent parfois varier. Parce que celui qui est aux Indes a son banquier qui frappe à sa porte et qui lui dit demain matin, il y a une échéance. Celui qui est de New York est assis sur 300 millions de dollars de cash, il n'est pas pressé de vendre. Donc il peut y avoir des disparités, on va dire, de l'ordre de 10% pour des diamants semblables, entre le diamant le plus cher et le diamant le moins cher. Quand nous achetons dans ces conditions-là, qu'on a déterminé que nous cherchions à acheter un diamant de 5 carats comme ça, comme ça et comme ça, premièrement, nous ne regardons et nous ne nous adressons qu'à ceux qui offrent la pierre analogue au prix le plus bas, et nous essayons encore de négocier 1,5%, 1%, pour terminer l'affaire. J'ai fini de parler? Non? Bon, alors juste un mot pour la valorisation, parce que peut-être qu'on va y arriver, enfin j'en sais rien. En ce qui concerne la valorisation, nous avons une personne tout à fait indépendante, qui est une personne qui a travaillé dans une maison de vente aux enchères pendant de longues années, qui a une connaissance approfondie du métier, parce que pour l'estimation de notre stock, nous avons besoin de gens, ou d'une personne, qui a une compétence dans les diamants de couleur, les pierres de couleur, les perles fines, les bijoux, l'art déco, enfin je veux dire, on doit couvrir un scope très large. Et cette personne donc estime le stock que nous avons, bien entendu, il n'est jamais au courant, sauf lorsque nous avons acheté un objet aux enchères, de notre prix coûtant. Donc son estimation est tout à fait indépendante. Et l'estimation, la méthodologie de l'estimation consiste, pour les diamants par exemple, pour les choses qui sont comparables, à aller sur Internet, voir ce réseau dont je vous ai parlé, pour se rendre compte, se dire, bon ben tiens, dans le stock il y a un diamant comme ça, comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Si je prends les diamants similaires offerts
sur Internet, eh bien, les diamants sont estimés entre 100 et 110 000 $. Bien, pour nous faire plaisir, je dis ça en rigoler, entre guillemets pour rire, on va l'estimer à 97 000. Voilà. Parce que, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, les estimateurs se croient obligés d'être en arrière de la main, comme disent les amateurs de chevaux. Voilà. Merci Serge. Alors, je vais juste vite faire un petit topo sur The Collection, parce qu'on a fait quand même le fond de fond, donc c'est 2 minutes. Donc, le Collection a démarré. Alors, oui, parce que voilà, exact. Donc là, on a une performance de toute façon en euros et en dollars également. On a déjà 2,8 millions sous gestion. On a déjà fait 1 et puis 2,56, donc de performance déjà. L'objectif, c'est d'avoir donc un asset allocation qui est composé de nos 3 fonds sous-jacents pour le moment. Le jour que nous aurons d'autres fonds, l'objectif, c'est aussi, il serait exposé à ces autres fonds par la suite. Donc pour le moment, décembre, oui. Il y a 5 millions maintenant, donc avec décembre. Donc ça, c'est juste pour vous dire que la collection fonctionne très bien. Il reflète donc l'expertise des 3 gérants. Ça, c'est pour les gens qui n'arrivent pas à décider quel fonds et puis ils veulent un peu de tout. Donc là, ils ont les collections qui fonctionnent. Donc c'est un fonds de fonds. Il n'y a pas de management fee là-dessus. Donc il n'y a pas de double layering de frais. C'est une pure composition donc des fonds Elite Exclusive Collection. Voilà. Alors, je sais que c'est 1h30. C'est très tard. Est-ce que vous voulez faire des questions? Est-ce que vous voulez qu'on pose des questions en haut? En haut, parce que je pense que vous pouvez tous les faire, j'ai l'impression. Donc, les gérants sont là, on est tous là, on est à votre disposition pour discuter. Je vous remercie de votre patience, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Ça, c'est à cause de ma jambe, ça a ralenti tout le monde, donc je m'excuse. Et puis, on va se trouver en haut maintenant pour un cocktail et puis l'occasion de parler et poser vos questions. Merci beaucoup.